bonjour à toutes et à tous. Alors, je vois personne, mais je vous entends, ce qui est plutôt rassurant. Alors, merci Fabrice de cette ouverture. Merci à toutes et tous de nous faire l'honneur d'être une fois encore nombreux cette année à l'ouverture de cet événement. Alors, je suis naturellement très heureux d'ouvrir ce financier avec une certaine émotion quand même. Comme vous le savez, c'est ma troisième et dernière fois au titre de mon mandat et d'ouvrir ce congrès national, ce 21e congrès national, qui, je l'espère, sera aussi bon que ceux des années précédentes. J'ai eu vraiment un réel plaisir à présider pendant ces 3 années la DFCG, marquée par une période d'opportunité, une période de transformation soutenue, comme vous le savez. Remercier également les membres du bureau exécutif, je pense que c'est important, le conseil d'administration, l'ensemble de nos adhérents, et cette soirée d'hier soir, la nuit était un petit peu courte, a été vraiment extrêmement positive. Et puis remercier aussi naturellement le comité consultatif, les anciens présidents qui sont toujours d'un appui et d'un conseil important. Je veux aussi vous partager un bonheur personnel, un engagement que j'avais pris quand j'ai pris ce mandat. C'était celui de confier la présidence de la DFCG, donc en 2024, à une présidente. Et aujourd'hui, c'est en bonne voie, c'est en bonne voie, et on aura l'an prochain, à partir de janvier 2024, une nouvelle présidente. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle, il était temps. Il était temps qu'on ait enfin une présidente. Et grande année 2024, puisqu'on aura donc une présidente, on fêtera également les 60 ans de la DFCG, la première année de l'Alliance internationale des CFO, donc plein de choses à fêter l'an prochain. Au cours de ces 3 années, j'ai naturellement pu constater, partager l'engagement des hommes et des femmes qui font vivre notre association professionnelle, permettre à nos métiers, finance, contrôle de gestion, d'avoir dans le débat public la place qui est la nôtre et qui est importante, faire entendre notre voix. Financium, c'est quelque part notre point d'orgue de l'année en termes d'échanges, de rencontres, de développement de compétences. Et on va pouvoir aussi aujourd'hui, comme vous le verrez, partager un certain nombre de sujets pas forcément habituels pour nous dans la profession. Pour ne pas déroger à cette règle et vous proposer une journée exceptionnelle, comme toujours, on va aborder cette année un thème, encore une fois, relativement nouveau, qui est le leadership du dirigeant financier, et au-delà des crises. Donc un programme qui va naturellement être assez intéressant. Vous l'aurez compris également, la transformation digitale avec sa culture de la donnée, mais aussi avec la mise en place croissante de nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, entre autres, sont vraiment au cœur de nos débats. Notamment lorsqu'il va s'agir de traiter un certain nombre de sujets techniques qu'on va aborder cette journée, naturellement, de pilotage de la performance, de la trésorerie, des financements, etc. Mais la DFCG, on dit souvent, ce sont des DAF augmentés, des dirigeants financiers augmentés, sensibles aux attentes de toutes sortes et des générations futures. Ce qui m'a vraiment interpellé positivement hier, c'est à l'occasion de notre dîner, c'est de voir qu'on avait quasiment plusieurs générations de financiers qui étaient là et que finalement que cet échange était tout à fait positif et riche. Et donc c'était vraiment important. En symbole de notre engagement commun, nous démarrons nos travaux autour des enjeux de la durabilité. J'en parle avec Patrick Martin, qui est un sujet important également pour le MEDEF. Appréhender au mieux les obligations à venir, mais aussi surtout continuer à définir collectivement la performance globale des entreprises. Donc tout au long de cette journée, on aura des interventions qui seront ponctuées de moments de convivialité. On a mis des points d'échange un petit peu partout, plus que l'an dernier. Donc vous ne pouvez pas faire 50 mètres sans rencontrer soit une pause café, soit quelque chose. Donc ça, c'est important. Vous verrez aussi que les bénévoles actifs, comme on dit, la DFCG, ont des badges bleus. Donc n'hésitez pas à les interpeller, à leur poser des questions. Ils sont aussi disponibles pour répondre à l'ensemble de vos questions. Remercier naturellement aussi l'ensemble de l'équipe permanente. Voilà, je voudrais qu'on les applaudisse parce que c'est un travail pas évident. Et remercier en premier chef son délégué général Damien Abreu, qui fait marcher cette maison, qui est une maison pas toujours, qu'il faut parfois savoir gérer. Et puis, naturellement, remercier nos partenaires. Alors, ils ne s'affichent pas ici, mais vous verrez, on a des partenaires fidèles depuis des années qui nous soutiennent, qui nous accompagnent, qui partagent nos convictions, nos valeurs. Et là aussi, s'il vous plaît, remercions-les parce que c'est important et il n'y aurait pas de Financium sans partenaires. Donc voilà, juste un petit peu de... Merci pour eux. Dans ces échanges, c'est chaque année la DFCG un petit peu plus de 500 événements, c'est 17 communautés régionales, on a ouvert 3 régions cette année, enfin durant mon mandat, aux Antilles, en Guadeloupe, en Nouvelle-Calédonie,
Et puis, on a aussi 17 groupes thématiques qui portent un certain nombre de sujets. Et donc ça, c'est aussi important de rappeler leur engagement. On a mis en place aussi un blog économique quotidien, un petit peu de publicité, une veille hebdomadaire et plus d'une publication d'excellence également par mois, qui permet effectivement de vous tenir informé de la profession, de nos différents sujets d'évolution. On a aussi quasiment une semaine de formation par mois à la DFCG et un certain nombre de questions qui sont traitées aussi confidentiellement sur Workplace. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à Workplace, allez-y parce que c'est une mine d'informations extrêmement intéressante. Pour notre métier, c'est le lien historique de plus en plus important entre le public et le privé. Vous savez qu'on a aussi un groupe secteur public qui est assez actif, qui fait beaucoup de choses. On a aussi créé en 2023, après plus de 2 ans et demi, 3 ans de négociations, je vous le disais tout à l'heure, une alliance internationale des CFO. C'est une organisation qui regroupe toutes les DFCG, entre guillemets, nationales, aujourd'hui 22 pays, avec l'Argentine, le Brésil qui nous rejoignent et bientôt les Pays-Bas. Et l'idée, c'est de porter un certain nombre de sujets nationaux, internationaux, pour nous faire entendre sur la CSRD, les IFRS, les FRAG, la fiscalité internationale, qui sont des sujets qui nous intéressent évidemment. Et puis un dernier mot voilà, sur la fondation DFCG. La fondation, il y aura un mot cet après-midi pour la première fois à la DFCG. La fondation, c'est plus de 350 étudiants qui ont eu des bourses, plus de 500 000 euros distribués depuis 10 ans. Et là aussi, je pense que c'est aussi la vocation de la DFCG que d'aider les jeunes méritoires à terminer leurs études. Et je terminerai là-dessus un exemple de développement digitaux qu'on a engagé. On a lancé une plateforme de mise en relation de chefs d'entreprise avec des DAF qu'on a présenté aussi au MEDEF qui s'appelle mondaftp.fr. La fonction de DAFTP, c'est une composante importante maintenant de notre profession. Et on a aussi aujourd'hui, cette innovation est née naturellement d'échanges, d'ambitions qu'on a pu avoir notamment avec le MEDEF sur ces sujets-là. Voilà, j'aurais tellement de choses à vous dire. Je pense qu'on aura l'occasion de se voir aujourd'hui. Je vous demande simplement d'accueillir chaleureusement et amicalement notre invité d'honneur, Patrick Martin, qui a accepté d'avoir un échange sur un certain nombre de sujets. Patrick, je t'en prie. Voilà. Merci Patrick. Alors Patrick, un agenda serré. En ce moment, il y a pas mal de sujets importants sur la table. Je voulais te poser une première question. Tu as pris tes fonctions récemment. Tu es nouveau président. Moi, je suis président sortant. Quelles sont tes premières impressions finalement à la tête du patronat français? Comment vois-tu les choses sur les mois, les années qui viennent? Bonjour à toutes et à tous. Merci à toi, Emmanuel. Alors, les questions ne sont pas dans l'ordre, excuse-moi. Tel que tu présentes les choses, on a l'impression que tu pars parce que j'arrive. Il n'y a aucun lien de causalité, au contraire. Enfin, je suis ravi que tu sois remplacé, peut-être avantageusement, si tu me permets. Mais je suis ravi de notre collaboration et de ta contribution, de votre contribution absolument déterminante à nos travaux d'intérêt commun, si je peux me permettre. La première question est donc... La première question, c'était d'avoir tes premières impressions finalement sur cette prise de mandat. Alors, étant rappelé que je suis dans le panorama depuis un certain temps, puisque j'étais numéro 2 du MEDEF aux côtés de mon ami Geoffroy Roux de Bézieux les 5 dernières années, il y a beaucoup de choses que j'imaginais, que je connaissais. Ce que je ne mesurais pas, je ne sais pas si vous partagez, c'est une forme de durcissement assez brutal du panorama, sur le plan conjoncturel, sur le plan géopolitique, sur le plan de l'ambiance générale dans le pays, et ça se traduit parfois de manière tragique. Et puis, ce qui n'est pas indifférent pour nous tous, mais pour le MEDEF qui est là pour ça, d'une certaine manière, une forme de durcissement combiné à une forme de confusion du panorama politique, ce qui évidemment surajoute aux interrogations qu'on peut avoir les uns et les autres au même moment où les budgets se préparent, où des décisions d'investissement doivent être prises, où des décisions de recrutement, ou en sens inverse, malheureusement, doivent être prises. Donc c'est absolument passionnant. Dans la même idée, comment vois-tu finalement les évolutions, les mouvements internationaux, les mouvements géopolitiques? Qu'est-ce que ça peut avoir comme, je dirais, comme impact sur la vie des entreprises? Et tu es bien placé pour le savoir naturellement. Oui, alors je veux pas vous faire, vous êtes mieux à même que moi de vous y livrer par un cours de géopolitique. Bon, on a tous en tête quand même les tensions parfois très violentes qui existent ici ou là. Ce qui nous intéresse au premier chef, c'est évidemment de savoir quelles en sont les conséquences sur le fonctionnement de nos économies, derrière nos économies, nos entreprises. Je crois qu'on est tous
frappé de voir la brutalité des évolutions. Moi, je voudrais singulièrement souligner un phénomène qui m'impressionne, qui est de voir à quelle vitesse les investissements se reportent vers les États-Unis pour toutes sortes de bonnes raisons, y compris géopolitiques, me semble-t-il, mais en tout cas liées au prix de l'énergie, liées à l'efficacité, en tout cas à la rapidité de déploiement de l'IRA. Et il y a un fossé qui se creuse de manière assez inquiétante de mon point de vue entre l'Europe, l'Union européenne en tout cas, et les États-Unis en matière d'investissement. Je crains que ça ne soit pas que conjoncturel et que structurellement ça nous déclasse. Alors je parle des États-Unis, on pourrait parler de la Chine, même si tout ce qui se passe en Chine est parfois difficile à déchiffrer. Et donc nous, on est très frappés par ça. Je rappelle que les PIB des États-Unis et de l'Union européenne se comparent relativement au PIB mondial. Dès à présent, les investissements privés aux États-Unis sont 2 fois supérieurs aux investissements dans l'Union européenne. Bien sûr dans le digital, bien sûr dans les biotech, mais également dans des industries classiques. Donc nous, on est très très attentifs à ce que l'Union européenne, la France, ne se déclasse pas. Alors sur un plan national, c'est vrai que souvent les décisions nationales s'inscrivent dans un calendrier international. Est-ce que tu penses est-ce que tu penses aujourd'hui ou quel regard portes-tu en réalité sur ce qui est fait aujourd'hui pour les entreprises en matière de politique économique, en matière d'assistance? Est-ce que cela répond aujourd'hui à l'attente des chefs d'entreprise? Alors je me permets de commencer par répondre au niveau européen. Moi je tiens à ce qu'on se renforce beaucoup au niveau européen, auprès des institutions européennes. On a commencé à le faire. C'est l'occasion pour moi de signaler par exemple que la nouvelle directrice générale du MEDEF, Garance Pinault, qui est arrivée lundi, était préalablement la conseillère Europe du président de la République. D'ailleurs, dès lundi, nous étions à Bruxelles avec tout notre conseil exécutif pour rencontrer un certain nombre d'interlocuteurs politiques ou administratifs de haut niveau à la Commission européenne. Et on se réjouit, à défaut de s'en satisfaire encore complètement, de voir qu'il y a une forme de prise de conscience au niveau de l'Union européenne s'agissant de la nécessité de politiques économiques et singulièrement d'une politique industrielle versus une approche parfois un peu naïve des sujets environnementaux et des sujets internationaux. En France, à proprement parler, il faut que tous on s'emploie à ce que dans le débat public, dans le débat politique, nous arrêtions de raisonner franco-français. Ce que je veux dire par là, je donne juste un exemple. Il y a des débats assez tendus dans le cadre du projet de loi de finances de la sécurité sociale, par exemple sur les écrêtements d'allègement de charges sur les salaires de 2,5 à 3,5 SMIC. Il y a probablement de bonnes raisons, c'est en tout cas ce que prétendent les députés qui ont déposé cet amendement, pour reconsidérer ces dispositifs d'allègement au motif qu'ils n'auraient pas véritablement créé de postes. En revanche, cette discussion occulte complètement le sujet de la compétitivité. Or, on est typiquement sur les niveaux de salaire où la France est encore déclassée en termes de compétitivité salariale, y compris par rapport à ses concurrents les plus immédiats. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a nécessité que nos décideurs publics sachent ce qui se passe à l'extérieur, sachent ce qui se passe dans le monde et l'intègrent dans leurs décisions. Je sais qu'il y a un sujet que tu portes au niveau national et au niveau du MEDEF, c'est tous les sujets de transition écologique. Est-ce qu'on peut, à ton avis, ou comment gérer finalement la croissance, tout simplement, et transition écologique? Quel peut être le rôle des entreprises en réalité? Le premier rôle des entreprises, par voie de conséquence du MEDEF, c'est d'éclairer le débat en essayant d'y apporter de la contradiction, d'ailleurs au cas par cas, en tout cas de la rationalité économique. Moi, ma conviction, et je crois qu'elle est assez largement partagée dans nos rangs, ma conviction, c'est qu'il ne faut pas opposer croissance et climat, et qu'au contraire, la croissance est la condition de l'atteinte de nos objectifs climatiques, particulièrement de neutralité carbone en 2050. Je suis un peu long, mais je m'explique quand même. Si on s'inscrit délibérément ou de fait dans une trajectoire de décroissance, on ne dégagera pas les 40 milliards d'euros qu'il nous faudra investir chaque année en plus de nos investissements courants pour tenir cette trajectoire de décarbonation. On ne saura pas, en tout cas pas à l'échelle voulue, financer les innovations. Moi je crois beaucoup à l'innovation, beaucoup de solutions sur le plan environnemental viendront de l'innovation. On est en France, si on s'inscrit dans une trajectoire de décroissance, on déstabilisera plus encore notre modèle social, vous le savez tous, qui est largement fondé sur la redistribution. Tout ça mis bout à bout fait que, me semble-t-il en tout cas,
c'est la croissance qui, au contraire, nous permettra de dégager les marges financières, nous permettra de créer de l'emploi, de le préserver au moins, et par ailleurs d'augmenter les salaires, de sorte qu'on coche les différentes cases, et singulièrement la case importante de l'acceptabilité sociale, parce qu'on le sait tous, hein, chacun doit gérer ses contradictions. On a eu les gilets jaunes, on a ce qui se passe actuellement autour des zones à faible émission. Si on n'embarque pas la population, et singulièrement les ménages les plus modestes, eh bien, cet objectif impératif de transition écologique restera une vue de l'esprit. Alors on a deux sujets, on en parlait tout à l'heure rapidement autour d'un café, mais on a deux sujets à la DFCG qui nous intéressent particulièrement et sur lesquels on a naturellement notre mot à dire, c'est la facturation électronique et la CSRD. Deux sujets que le MEDEF également traite à la fois sérieusement et avec une certaine ambition. Comment les entreprises finalement, ou les chefs d'entreprise apprennent-elles cette transition? Alors la facturation électronique a été décalée quasiment d'un an et demi, et la CSRD va rentrer en vigueur dès l'an prochain. Donc concrètement, est-ce que les entreprises sont prêtes? Est-ce qu'elles sont inquiètes? Est-ce qu'elles sont organisées pour finalement intégrer ces grands chantiers? Alors, je suis très prudent dans ma réponse, en tout cas sur le premier point, parce que à l'époque, le MEDEF était vent debout contre le prélèvement à la source, en soupçonnant Bercy d'être incapable techniquement de mener à bien ce chantier. Il se trouve que ça a bien marché, donc il faut être mesuré, je dirais, dans ces commentaires. Le principe même de la facturation électronique ne nous paraît pas contestable, hein, à la fois en termes de lutte contre la fraude. Il y a des chiffres impressionnants, je dirais, qui circulent à cet égard. Moi, évidemment, par définition, on est incapable de les vérifier, mais enfin, il y a de la fraude, autant lutter contre. Et puis, il y a un enjeu de productivité. Donc, sur le principe même, nous, on est en soutien. Évidemment, on est tous déconcertés par le report du calendrier, en particulier pénalisant pour les entreprises qui s'étaient déjà organisées et qui donc, à certains égards, doivent rétro-pédaler. Bon, on n'a pas d'autre choix de toute façon que de s'adapter, donc on le fera. Sur CSRD, nous, ce qui nous importe, pardon de rappeler ça, le MEDEF, c'est 190 000 entreprises adhérentes. Alors, bien sûr, on a les grandes entreprises, et d'ailleurs l'image du MEDEF est de représenter surtout les grandes entreprises. Elles sont toutes dans les rangs du MEDEF, bien sûr. Mais enfin, le CAC 40, si mon arithmétique est encore à peu près pertinente, c'est 190 000, c'est pas 40. Et 40, c'est pas 190 000. Non, plus sérieusement, on a donc beaucoup de TI, beaucoup de PME dans tous les secteurs d'activité. Et donc, un de nos enjeux en toute chose, mais sur CSRD en particulier, c'est d'acculturer, de préparer, d'embarquer en quelque sorte le plus grand nombre d'entreprises autour de ces sujets, en l'occurrence, très fondateur CSRD. Donc on regarde avec beaucoup d'attention ce qui se passe dans les grandes entreprises. Ce qu'on observe, on a un baromètre qui vient d'être publié, MEDEF, EY, Deloitte, c'est que le retour des grandes entreprises, je sais qu'elles sont représentées remarquablement ici, c'est qu'effectivement ça demande quand même un énorme travail d'organisation, ça crée des contraintes, ça crée des coûts. Mais qu'en retour, ça permet de décloisonner certaines fonctions, en particulier la fonction financière et, on va dire, la fonction RSE. Donc, c'est assez vertueux. Voilà, donc nous, notre enjeu, et on multiplie les webinaires, les réunions, où vous y êtes associés en bonne part, pour que les dirigeants, les directeurs financiers d'entreprises de moindre taille s'approprient en quelque sorte sur le plan culturel, mais surtout sur le plan méthodologique et organisationnel, ces nouveaux enjeux. Puisque, sauf erreur de ma part, en 2025, il y a une population qui va déjà doubler, à laquelle s'appliqueront ces sujets. Une toute dernière question, Patrick, parce que j'ai que ton agenda est contraint. Une question un peu plus, pas personnelle, mais on sait que le binôme, finalement, dirigeant financier, dirigeant d'entreprise est très important. En tout cas, c'est notre vision. Nous, on marche à fond pour les dirigeants d'entreprise. Est-ce que cette relation, alors déjà, quel est l'état de cette relation, Patrick? Et puis, comment toi, tu l'as pu la constater, la gérer, l'appréhender finalement dans tes fonctions précédentes? Est-ce que c'est vraiment un binôme important? Attends, ce que tu appelles mes fonctions précédentes, c'est quoi? De chef d'entreprise? De chef, pas précédente, en cours, actuelle, pardon. Mais tu as tellement de casquettes.
Donc, pas la casquette MEDEF, la casquette chef d'entreprise. Oui, non, en plus, c'est une entreprise patrimoniale dont je suis l'actionnaire majoritaire. Je garde un œil attentif à ce qui s'y passe. Et ça se passe pas trop mal. Non, je réponds pour une boutade. J'ai beau être pressé, ça ne m'empêche pas de dire des bêtises. Mon entreprise ne s'est jamais aussi bien portée que depuis que je m'en occupe moi. C'est assez vexant pour le dirigeant, c'est plutôt satisfaisant pour l'actionnaire. Eh bien, c'est quand même une manière de te répondre, et tu le sais, puisqu'on a eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises. Moi, je crois beaucoup à la délégation, à la mise en responsabilité. C'est ce que je fais dans mon entreprise. Mon entreprise, c'est un peu plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires et 3000 salariés. Et que dans cette organisation, dans ce climat de confiance, évidemment, les fonctions financières sont absolument déterminantes. Je vous rapporte une anecdote. Il se trouve que j'ai une partie de mon activité qui est tournée industrielle, qui est tournée vers l'équipement, des très gros équipements assez tech pour les industries pétrolières et gazières. Je me suis trouvé à front renversé. C'est vous dire si le poids qu'a notre directeur financier dans mon organisation est important. Je me suis trouvé à front renversé parce que nous étions interrogés avec des perspectives commerciale et de rentabilité tout à fait remarquable sur un énorme projet en Afrique. C'est mon directeur financier qui a quand même les clés de la caisse, qui est venu me voir en me disant non, on ne va pas donner suite, même s'il y a des perspectives de rentabilité assez extraordinaires sur ce projet, on ne va pas donner suite parce que c'est orthogonal par rapport à notre politique RSE. Et c'est là que je me suis dit que le pouvoir avait changé de main. Merci Patrick merci de ton intervention, de ta présence qui nous honore et en tout cas à très vite. Patrick Martin. Merci.